hier soir sur Twitch, on donnait un 9 pour le Oklahoma City Thunder en matière de matabilité. Donc, le concept revient à est-ce qu'on aime voir une équipe jouer ou pas. Donc, OKC terminé très très haut. Et le Thunder a encore régalé la nuit dernière. Victoire d'OKC contre Dallas 118-104. OKC qui se qualifie pour les demi-finales de la NBA Cup. Shai. Ouais, c'est une très belle affiche entre deux équipes très ambitieuses, évidemment, Dallas qui est finaliste et OKC qui se rêve à la place des Mavs dans quelques mois. C'était un super match. On a vu un super Shai Gilgeous-Alexander encore qui finit avec 39 points, 8 rebonds, 5 passes. Il a mené l'équipe de manière encore très, très... tu sais, dans son style caractéristique qu'on évoquait hier, très tranquille, en même temps très élégant. Et puis le gros point fort du match pour OKC, c'est d'avoir limité Luka Doncic à 16 points. Ils se sont relayés, Lou Dort, Caruso, Cason Wallace un peu aussi, et Luka finit à 16 points, 5 sur 15. J'ai trouvé une prestation impressionnante de la part du Thunder qui est la meilleure équipe de l'Ouest. Alors c'est de la NBA Cup, donc peut-être que les enjeux, les motivations et tout sont un poil différentes peut-être d'un match au sommet de saison régulière, mais j'ai trouvé qu'OKC méritait tout à fait son 9 en matabilité qu'on avait établi hier soir avec nos chers Lakers. On avait noté notamment l'intensité du Thunder, la densité physique, les capacités athlétiques, la défense. Hier, il y a 14 interceptions. Tu l'as dit, Luka, il est limité à 16 points, 5 sur 15 au tir, 6 ballons perdus pour Luka Doncic. Il n'a vraiment pas passé une très bonne soirée. Éteindre comme ça les Mavs, accélérer dans le troisième quart-temps, ouais, c'est clair que c'est très fort de la part du Thunder. On voit une équipe qui marque son territoire, quoi. Comme tu l'as dit, c'est la meilleure de l'Ouest. Et elle impose sa marque sur un match fort, sur en plus une revanche des derniers playoffs. Et encore une fois, c'est une équipe qui joue sans Chet Holmgren, qui a assisté au match hier. Il commence à repointer un peu le bout de son nez. Visiblement, sa convalescence se passe plutôt bien. Il n'y a pas encore de date de retour, mais c'est une équipe qui joue sans Chet Holmgren, qui est quand même un protecteur de cercle déjà très très fort. Hartenstein fait des super matchs aussi. Je trouve qu'OKC est plus que convaincant, et là, ce match contre Dallas, même si peut-être que Dallas proposera un autre visage au moment où ça pourrait se retrouver en playoff, parce qu'il y a, je sais pas, moi j'ai le sentiment que les deux vont se retrouver en playoff à un moment, je sais pas quand, mais j'ai l'impression qu'ils se retrouveront. Et bon, peut-être que Dallas sera branché un peu différemment. Il n'y avait pas PJ Washington non plus qui était malade. Qui a été excellent contre OKC en playoff et même lors du dernier match. Vraiment un joueur très important pour Dallas à chaque fois. C'est l'un des plus réguliers cette saison, tu vois. C'est pas le joueur qu'on imagine régulier, enfin qu'on imaginait régulier à Charlotte. Peut-être injustement, le côté extra sportif un peu bancal. Des cartons de temps en temps, des matchs plus discrets. À Dallas, il est irréprochable et c'est un super joueur. Donc là, ouais, son absence était quand même importante. Et donc, on peut dire qu'OKC, qui se qualifie pour les demi-finales et qui donc a gagné un trip pour Las Vegas, jouera le vainqueur du match entre les Warriors et les Rockets, qui sera aussi assez sympa à suivre, à mon avis. Yes. L'autre demi-finale, ça opposait Orlando à Milwaukee. Le Magic a bien défendu, victoire de Milwaukee, 114-109. Mais le Magic qui joue sans Banchero, sans Franz Wagner, c'est vraiment bien défendu. Il y avait 11 points d'avance pour Orlando au début. Il a fallu un gros coup de chaud de Bobby Portis dans le deuxième quart-temps pour permettre aux Bucks de revenir. Et Giannis Antetokounmpo encore mis 37 points, 28 pour Damian Lillard, avec 9 passes décisives et 22 pour Portis. 9 sur 11 sur tir, et je crois qu'il était 9 sur 10 le match d'avant. Ouais, il est chaud là, il est vraiment très chaud. C'est automatique, Portis. Et Lillard, tu disais 9 points dans la dernière minute de jeu. Ça, c'était très très serré. Je me suis mis devant le match après la head session. Quand je me suis endormi pour faire une petite sieste, Orlando était devant, j'étais super content, ça jouait fort. Suggs, très très impressionnant aussi, qui développe en plus des aspects défensifs, l'aspect offensif qu'il avait. Là, il retrouve un rôle de première option comme à Gonzaga, en fait. Et il met ses points. Malheureusement, il en rate 2 dans le money time, vraiment dans les dernières secondes, qui permettent. Le premier aurait permis à Orlando de passer devant, le deuxième d'égaliser. Et finalement, même si Orlando menait encore à 40 secondes de la fin, je pense, les Bucks ont pris les devants, avec Lillard très bon dans le money time, très adroit en tout cas sur la ligne. Et Giannis qui fait encore un match, 37 points, 7 rebonds, 4 contre, c'est un métronome lui aussi. Donc Orlando s'est très bien battu. Milwaukee, finalement, c'est assez logiquement imposé pour aller à Las Vegas également. Le vainqueur de New York-Atlanta sera opposé aux Bucks. Ouais, tous les deux autres demi-finales, la New York-Atlanta et Golden State-Houston, ça sera ce soir. Ouais.
Il y avait peu de matchs. On a fait le tour sur les matchs. Il y a quand même une grosse rumeur. On en a déjà beaucoup parlé dans la late session. On risque de se répéter un petit peu, mais Jimmy Butler serait disponible, ou en tout cas le Heat serait ouvert à un trade de Jimmy Butler. Lui aussi serait pour. Il réclamerait même un contender. C'est quand même une source. Ça vient de Shams Charania, donc ça fait quasi office de version officielle. Il y a 3 équipes qui sont réclamés par Jimmy Butler. On a vu hier que c'est très dur de mettre en place un trade de Jimmy Butler. Voilà, nos lecteurs nous ont proposé tout un tas d'équipes et je me suis amusé à briser leur rêve. Toute la ligue est passée. Antoine a mis la casquette de GM pour leur dire c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Et grosso modo, les 3 équipes que réclame Jimmy Butler, ce serait Houston, Dallas et Golden State. Nous, on est déjà parti du principe que Dallas, c'est impossible en termes d'équilibre des salaires, etc. Donc, ça nous laisse un peu Houston, Golden State. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé hier, mais je te demande quand même, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, comme à chaque fois qu'il y a une grosse rumeur comme ça, une grosse information qui vient, alors plus de Woj parce qu'il a arrêté, mais de Woj ou de Shams, maintenant d'ESPN, et je me demande toujours qui a donné l'information à Shams, tu vois, qui a intérêt à ce que ça se sache que Butler soit est potentiellement sur le marché et que lui serait intéressé par telle ou telle équipe. Donc, est-ce que c'est Miami qui veut mettre un peu de pression parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, il a une player option? Est-ce que c'est Butler qui veut mettre un peu de pression parce qu'il estime que c'est pas assez compétitif? Donc déjà, faut se poser cette question-là, mais c'est effectivement une rumeur sérieuse. C'est qu'il y a quelqu'un de très très bien placé, très concerné dans le dossier, qui a voulu donner cette information-là. Ensuite, parmi les deux, donc bon, effectivement, Dallas, on les a un peu sortis parce qu'avec les salaires qu'il y a déjà, le salaire de Butler, faudrait lâcher la moitié de l'équipe, ça aurait pas beaucoup de sens, donc ce serait une erreur un peu incompréhensible de la part des Mavs. Les deux propositions me vont entre les Warriors et les Rockets. Je pense que les Warriors seraient automatiquement plus forts avec Butler. Parce que ce qu'il lâcherait, tu parlais est-ce qu'il faudrait inclure Wiggins? Il n'y aura peut-être pas besoin de mettre Kuminga. Est-ce que ce serait suffisant pour Miami? Wiggins, t'es obligé. Wiggins, tu peux pas faire un trade sans Wiggins. C'est vraiment purement un aspect financier. Je vais redonner une règle simple, c'est que quand tu es au-dessus du cap, et même après, plus tu vas loin dans le cap, dans les apprentissages, je ne les connais pas par cœur, mais plus c'est compliqué. Mais tu dois respecter un équilibre des salaires. Quand si tu balances 40 millions, si tu récupères 40 millions, tu balances 40 millions. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et aujourd'hui, avec les salaires actuels de Golden State, il y a un seul trade. Enfin, il n'y a qu'un joueur. Il y aurait Draymond Green. Mais on est d'accord que Draymond Green n'a jamais échangé contre Jimmy Butler. Donc, il y a un seul joueur qui te permet de faire la base de ton trade, c'est Andrew Wiggins. Sinon, c'est mort. Tu es obligé d'additionner 6 joueurs pour aller chercher Jimmy Butler. Ça ne marche pas. Tu vois. Donc, tu ne fais pas 6 contre 1. Ça n'existe pas. Donc, il y a Andrew Wiggins, DeAnthony Melton. C'est ta base quasiment assurée de trade pour Golden State, sachant qu'apparemment, moi, je sais que j'ai longtemps dit le trade de Butler à Golden State. J'avais même dit c'est Kuminga, Wiggins, Melton. Tu peux le faire sans Kuminga. Je pense qu'aujourd'hui les Warriors ne mettent pas Kuminga dans ce deal. Je pense qu'aujourd'hui les Warriors ont trop à perdre en mettant Kuminga dans ce deal. Et je ne sais même pas à quel point Golden State s'est intéressé. Il y a aussi une autre rumeur qui est tombée hier en même temps. Au final, dans le même papier de Charania, juste que ça a moins fait de bruit, mais qu'apparemment les Warriors seraient en train de négocier avec les Nets pour essayer de récupérer soit Cameron Johnson, soit Dorian Finney-Smith, soit Dennis Schroeder, et notamment en envoyant Melton. Donc bon, à voir. C'est très bien, ce serait des bonnes, n'importe lequel quasiment, c'est des bonnes recrues. Donc, mais là, pour en revenir aux Warriors Heat, déjà, est-ce que le Heat accepte de négocier s'il n'y a pas Kuminga dans le deal? C'est pas Riley quand même, on sait qu'il est ultra. Moi, je pense que oui, mais. Tu penses que la contrepartie Wiggins, Melton, Moody, Podziemski, il dit OK? Je pense que ça, le Miami Heat, si le Heat récupérait 2 jeunes et des pics, il signerait tous les jours. Je suis pas sûr que Golden State propose Moody et Podziemski. Donc, si on reste sur Golden State, je pense que Golden State, de toute façon, ça dépendra de leur envie de sacrifier leur futur pour une théorique campagne très forte avec Jimmy Butler. Déjà, c'est théorique, ça voudrait dire qu'il faudrait déjà sonder un peu le camp Butler. Tu te demandais qui avait fait filtrer la rumeur. Il cite quand même directement l'agent de Jimmy Butler, Shams Charania. Ouais. Il met son nom. Bernie Lee aurait indiqué auprès de la Ligue que, donc à mon avis, ça vient de l'agent de Jimmy Butler. En tout cas, en ce qui concerne les destinations, Golden State, je pense, n'aura pas les cartes en main sur le dossier parce que tout dépend de ce que fait Houston. Houston peut beaucoup plus facilement envoyer des assets. Mais si on reste sur Golden State,
Les Warriors, faut sonder le camp Butler et savoir est-ce que Jimmy Butler, en fait, est-ce qu'il sera en bonne santé en playoff ou est-ce que vraiment il y a cette capacité à aller sortir une nouvelle campagne? Parce que s'il a encore une campagne de plus dans les jambes, ok, bah dans ce cas-là, tu peux éventuellement te dire bon, bah, on a Stephen Curry, on a Jimmy Butler, on a Draymond Green, on a encore Kuminga et on a de la rotation profonde. Peut-être qu'on peut faire un coup en playoff. Mais c'est même pas une garantie. Je suis même pas sûr qu'avec Jimmy Butler, tu sois tout de suite une. Tu vois, tu n'es même pas vraiment favori à l'Ouest. On a parlé du Thunder. Est-ce que tu es vraiment plus fort à l'Ouest? Moi, je miserais bien sur le oui quand même parce que, comme on l'a dit hier, il y a Jimmy Butler en deuxième option. C'est pas pareil que Jimmy Butler en première option. Il n'aurait pas les mêmes choses à faire. Si c'est aussi, si c'est malheureusement assez souvent blessé et tout, c'est qu'il portait un poids gigantesque. Il faut se rappeler des 2 campagnes jusqu'en finale, même des autres saisons. Il porte un poids énorme en attaque. C'est une équipe qui a plutôt vocation à être défensive. Tyler Herro, qui est l'autre très bon attaquant aussi à l'arrière, il a manqué pas mal de temps aussi la saison dernière. Là, on voit qu'il a pris une autre dimension. Moi, je pense quand même que les Warriors, ils sont meilleurs avec un Curry première option, Butler deuxième option. Je pense que ça en fait, ça se tente. Je pense si l'idée si la priorité c'est d'assurer un avenir à court terme compétitif ou une fin de règne à Curry un peu compétitive, je pense que ça a du sens. Et il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs sur le marché, si on considère que Butler maintenant est sur le marché, qui ferait sens. Et Butler, il peut se muer en deuxième option sans arriver a priori avec un ego et des demandes irraisonnables. C'est comme ça que je le vois, il l'a déjà fait, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est la seule option qui fait sens sur le marché. La vraie question, c'est ça, c'est de savoir, parce que Butler, il faut le répéter, il a la capacité à être free agent à la suite de la saison. Ouais. Donc en fait, les Warriors n'ont pas forcément les ressources pour prolonger Butler derrière, contrairement à Houston. Encore une fois, Houston est en meilleure position pour faire ça. Donc Golden State, c'est accepter que, ok, on fait venir Butler, on lâche des assets pour Butler, on n'est pas sûr de pouvoir le prolonger. Et moi, je suis d'accord, bien sûr que ça te rend plus fort. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un trade où tu te dis tout de suite que les Warriors sont les grands favoris de cette saison. Tu vois, il y a des trades, des fois, ça se fait et tu sais, ah, ok, cette équipe, elle est vraiment là, elle est passée de numéro 4 à numéro 1. Golden State, ça se rapproche du top 3, mais je suis pas sûr que ça y rentre. Ça dépendra de la forme de Jimmy Butler en playoff, de l'adaptation de Jimmy Butler aux Warriors, etc. Mais donc, en gros, tu fais tout ça, tu sacrifies sans doute des pics, peut-être un de tes jeunes, tout ça pour un mec que tu n'es pas garanti de prolonger. Et en gros, oui, c'est le choix de se dire, comme tu as dit, bah, ok, on a Stephen Curry. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer après. Maximisons ce qui se passe tout de suite. Tentons encore une fois vraiment d'aller chercher une bague, d'asseoir encore un peu plus notre dynastie ou vraiment d'aller loin et de vraiment rendre encore plus légendaire la carrière de Stephen Curry. J'ai pas l'impression que ce soit le calcul du côté de Golden State depuis un moment, mais c'est une possibilité. Et je pense par contre qu'ils ne mettent pas Kuminga dans ce deal. Je pense qu'aujourd'hui, je serais très surpris que les Warriors envoient ce que j'avais souligné à une époque, le Wiggins, Melton, Kuminga, perdre Wiggins et Kuminga pour Jimmy Butler. Je pense vraiment que Golden State ne fait pas ça aujourd'hui. Par contre, au moins, tu es a priori sûr que Miami accepte là. Je pense Miami n'est pas du tout en position de force en réalité. Jimmy Butler, il est free agent. Et en fait, je pense même que Miami, dès que tu mets une pièce un peu intéressante, le Heat n'a pas su, est dans une position qui aujourd'hui... ils n'ont pas su accumuler des assets. Ils ont souvent lâché des assets, même pour des joueurs middle. Ils ont lâché un asset pour Terry Rozier. Tu vois, c'est le Heat a mal négocié sur tout ça, a mal géré tout ça. Aujourd'hui, si tu récupères des pics, déjà à Miami, même 2 pics, c'est déjà intéressant. Et si en plus tu prends un mec comme Wiggins qui t'aide à faire ta transition avec Adebayo, Tyler Herro, il n'est pas trop vieux Wiggins, il est un peu expérimenté, il peut coller avec ton écosystème, c'est intéressant. Et si en plus, là j'ai mis Modi Pudziemski, encore une fois, tu vois, moi je me demande pas est-ce que Mia accepte, je me demande est-ce que Golden State le veut vraiment. Tu as 2 jeunes comme ça, en plus à incorporer à ton noyau dur avec Rémi Raquez, avec Tyler Herro, avec Bam Adebayo. Je pense que Miami, tous les jours, il signe pour un mec de 35 ans qui va se barrer, qui réclame, qui a 50 millions sur son contrat et qui en plus veut signer un contrat max. Je pense que tous les jours, je le fais. Je serais un peu moins compétitif, mais au moins, j'entame enfin ma reconstruction. Je m'assainis mes finances. Je gagne en flexibilité, je gagne en jeunesse, je gagne en pic. Pour moi, t'es tout gagnant, c'était Miami. Ouais. Bon, après, le Heat ira peut-être aussi au plus offrant, et le plus offrant, ça peut être Houston. C'est ce qu'on commence à dire. C'est-à-dire que alors oui, là, à l'instant T, c'est normalement moins compétitif que Golden State parce qu'ils n'ont pas encore le joueur qui transcende, même s'il y a des très très gros talents type Şengün dans l'équipe. Mais c'est eux qui peuvent offrir le plus de choses, en théorie, vu qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, des mecs sur lesquels tu peux te projeter un peu à l'avenir et qui pourraient intéresser Miami. On a parlé de Jabari Smith Jr. Bon, Jalen Green, je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à mettre Jalen Green, mais
il y a des joueurs comme ça, tu vois. Tu peux peut-être rappeler le package que tu imaginais hier? Yes. Alors, Houston, en fait, c'est plus simple. Pareil, hier, on nous demandait, mais quel est l'intérêt pour Houston? Ils ne seront pas candidats au titre. Bien sûr, mais en fait, Houston, l'avantage, c'est que Houston, il y a un truc, c'est que de toute façon, ton avenir, tu sais qui c'est. Golden State, tu ne sais pas encore quel est ton avenir. Tu ne sais pas si Kuminga, c'est ta star de demain. Tu ne sais pas trop comment ça va se passer l'après-Curry. Houston, c'est déjà tracé. Tu sais que c'est Sengun. Sengun, c'est ta pièce, principale. Peut-être Jalen Green, même si je pense qu'on s'en éloigne de plus en plus. Du coup, les Rockets, quoi qu'il arrive, ils savent que si tu as Sengun, tout va bien se passer dans le futur et tu t'en fiches, entre guillemets, de lâcher quelques pics parce que de toute façon, tu es amené à être compétitif sur 5, 6, 7 ans. Donc déjà, tu peux lâcher un peu plus facilement des pics. Ensuite, tu peux même lâcher d'autres jeunes parce que tu sais quel est ton joueur de demain. Je le répète, c'est vraiment important. Et au final, tu fais ce trade, non pas pour être tout de suite un candidat au titre, vu que ça risque de pas être aligné, le moment où Sengun éventuellement deviendrait un gros joueur, s'il devient un très gros joueur, c'est un si, c'est pas sûr, mais tu permets à ta pièce centrale Sengun d'avoir de suite une équipe un peu plus compétitive. Je pense que là, aujourd'hui, les Rockets, ils gagnent pas un tour de playoff. Mais par contre, avec Jimmy Butler, vraiment, tu peux passer un tour. Et voilà. Et tu peux même te permettre de re-signer un peu plus facilement Butler. Maintenant, pour l'offre, je ne pense pas qu'Houston mette Jalen Green dans ce deal. Très sincèrement, je sais qu'il y a. Amen Thompson est la pièce centrale du deal. Je sais qu'il y a plein de fans qui vont se dire mais non, il faut transférer Jalen Green, il est irrégulier, il est pas bon, etc. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'en termes de talent aujourd'hui, Jalen Green, il est quand même très fort. C'est un joueur que moi aussi, j'ai du mal avec Jalen Green. Il est irrégulier, on sait pas trop quoi en faire. Son jeu, au final, est un peu unidimensionnel entre guillemets. Mais il y a beaucoup de talent et je suis vraiment pas sûr que tu lâches cette pièce aussi facilement contre un mec de 35 ans. Je pense pas que les Rockets mettent Jalen Green. Amen Thompson, tu sais que le moment où tu mets Amen Thompson, tu bats n'importe quelle offre. Tu bats n'importe quelle offre de tes concurrents. Il n'y a pas une équipe qui va aujourd'hui proposer, ou en tout cas une équipe qui pourrait intéresser Jimmy Butler, qui va proposer un joueur aussi intriguant et intéressant qu'Amen Thompson. Je pense que le hit signe de suite à partir du moment où Amen Thompson est dans le deal. Derrière, tu mets Dillon Brooks. C'est pas une si grosse perte au moment où tu récupères Butler. Dillon Brooks pour Miami, c'est un contrat facile à retrader et en plus c'est un contrat qui est partiellement garanti, donc Miami va signer les yeux fermés. Tu mets Steven Adams qui est en fin de contrat, donc pareil là c'est les yeux fermés pour Miami, il y a pas de souci, tu fais des économies. Et après j'avais dit Aaron Holiday. Il y a un monde où tu peux mettre Tari Eason, mais je trouve que là ça devient presque trop. Ouais, non, c'est trop. Mais voilà, tu mets Aaron Holiday. Et tu mets un ou deux pics, tu vois, je pense que tu attaches des pics quand même, parce que y a Holiday, Adams et Brooks, en fait, Miami s'en fiche, c'est plus limite des trucs. Brooks, c'est un petit peu un asset, mais les autres, c'est juste pour de l'économie. Et Amen Thompson, c'est la pièce centrale. Miami va se dire, bah ok, on reconstruit Amen Thompson avec Tyler Hero, avec Bam Adebayo, avec Rémi Raquez, avec les jeunes qu'on est capable de former. Et éventuellement un ou deux pics de plus, et va savoir, on verra où ça nous mène. Et là, les Rockets sont encore une très bonne équipe, et ce que je disais hier, c'est qu'à un moment, tu as un 5, en playoff, tu arrives, tu as Van Fleet, Butler, Jalen Green, Sengun. Tout d'un coup, tu as 4 mecs capables de mettre 20 points par match. Je pense que ça change la donne pour Houston. Mais tout ça me semble très convaincant et je trouve que c'est effectivement une belle offre et ça a du sens. Juste, je me demande toujours si les GM ont la même analyse que nous, que d'autres gens. C'est-à-dire est-ce qu'ils ont la même perception d'Amen Thompson qu'on a, tu vois? C'est-à-dire qu'est-ce que là, il a été très bon avec Houston en sortie de banc, mais c'est pas encore le joueur le plus médiatisé. Est-ce qu'ils se disent ouais, bah, c'est sûr, ça se discute même pas si Amen Thompson on fait le deal, tu vois? Ou est-ce que c'est juste ouais, on l'a vu, c'est vrai qu'il est prometteur, mais est-ce qu'on va risquer de perdre autant pour un joueur? Moi, je sais pas. Moi, je suis du même avis que toi. Mais Miami ne perd pas autant. Pour moi, la faille est là, c'est qu'aujourd'hui, Miami, ils vont perdre Jimmy Butler. Que ce soit maintenant, peut-être qu'il n'y aura pas de deal, peut-être qu'il n'y aura pas de trade de Jimmy Butler jusqu'en février. Mais, alors, ils vont perdre. Il ne faut pas le mettre au terme aussi affirmatif. Théo disait en off avant le pod et il a tout à fait raison. Au final, Butler, il peut finir la saison à Miami et renégocier un deal avec le Heat. C'est pas un scénario à exclure. Ouais. Mais si aujourd'hui, on est dans cette optique de pression de la part de l'agent de Jimmy Butler et Jimmy Butler en mode « je veux partir, c'est fini cette histoire, ils n'ont pas trouvé d'extension », en fait, Butler, il va partir. Dans 6 mois, il part. Dans 6 mois, Butler, il est free agent. Bonjour, monsieur, merci, au revoir, merci pour tout, je vais ailleurs, tu vois. Et là, tu n'as rien récupéré. Donc, et tu n'as rien du tout. Donc, si tu peux avoir Amen Thompson et des pics, et de toute façon, même si tu es Miami, je vais te dire, est-ce que tu n'as pas justement envie que Jimmy Butler y parte d'une certaine manière? Dans cette rumeur de charania, il y a aussi le Heat est ouvert à un trade de Jimmy Butler. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas juste Butler veut partir. C'est aujourd'hui, on voit bien que cette équipe, elle peut pas jouer le titre.
elle a besoin d'entamer sa transition. Jimmy Butler, il va avoir 36 ans. Est-ce que même si tu as une ristourne, est-ce que tu veux signer Butler sur 2 ou 3 ans à 30 millions même la saison? Une grosse ristourne, hein, il touche 50. Est-ce que ça t'intéresse pour jouer un premier tour de playoff? Aujourd'hui, Miami joue pas mieux qu'un premier tour de playoff. Je le disais déjà l'an dernier, vous foutiez de ma gueule. Je vous l'ai dit, très sincèrement, ça jouait pas plus qu'un premier tour de playoff. Ouais. Ils sont passés par le play-in pour aller en playoff déjà. Et cette année, c'est la même chose. Cette équipe, elle peut, même avec l'éclosion de Tyler Hero, au mieux, elle fait vraiment un deuxième tour selon le match-up du premier tour s'il y a des absents en face. Mais elle ne peut pas viser quelque chose. Donc, et vu qu'en plus, à l'Est, tu peux te permettre d'être compétitif, même sans avoir Jimmy Butler. Aujourd'hui, Miami qui récupère un package avec Andrew Wiggins. Bon, Melton, il est blessé, mais c'est justement. En fait, l'an prochain, Miami, ils peuvent encore viser le premier tour des playoffs. Ils peuvent rester pareil tout en ayant plus de flexibilité, plus de jeunesse. Moi, je suis même pas sûr que Miami a peut-être même pas tant envie que ça de garder Butler aujourd'hui. Lui, il a besoin lui, il va aller chercher une bague. C'est la fin de sa carrière. Il sait qu'il est sur la fin. Il veut aller chercher une bague. Et c'est pas Miami qui va lui donner. Bon, du coup, tu mets l'affect de côté, les belles années, et puis tu dis merci. C'est ça. Bon, on demandera à Théo ce qu'il en pense, parce qu'on sait que par exemple, voilà, pour les amateurs de Butler et de Juit, et je me demandais, parce que du coup, on en a un peu parlé hier, mais parce on a envisagé d'autres scénarios avec d'autres équipes. Est-ce qu'il y en a plein, les 3/4, c'est impossible, on l'a acté parce que ça rentre pas dans le côté c'est un contender, donc Butler veut bien y aller. Mais est-ce que tu vois genre un dark horse, une équipe qui surgit et qui surprend? Est-ce qu'il y en a une qui te semble possible ou pas? On avait acté que Los Angeles, New York, c'était Denver qui est beaucoup tourné. Ça voudrait dire mettre Michael Porter Jr. Je sais franchement, je pense que Miami prendrait un Michael Porter Jr. Je sais franchement pas si Denver est prêt à faire ce trade pour un mec qui arrive à être free agent, sachant que tu as Jokic et Murray déjà à 50 millions l'an prochain. Donc ça complique très fortement la chose. Je redescends. Les Clippers, on avait vu, c'était trop compliqué. Non, il y avait pas. Sinon, les qui étaient faisables. Ah oui, Indiana éventuellement, mais c'était pareil, c'était dur. Tu as déjà joueur à 40 millions. Dès que tu as 2 joueurs à 40 millions, en fait, il faut oublier. Non, sincèrement, je vois pas. On va Très sincèrement, rester je sur suis ces trois-là. désolé. Minnesota, si Randall DiVincenzo et un pick, ça fait l'affaire. Si Minnesota met Rob Dillingham. Je pense que mais à mon avis, Minnesota met pas Rob Dillingham. Non, et Riley, il raccroche tout de suite, je pense. À mon avis. Ouais, si tu as des pics et Dillingham, mais oui, je pense que c'est pas la plus belle offre, ni pour Miami, ni pour Minnesota. Non, je pense que c'est vraiment un trade très difficile à mettre en place, et c'est peut-être pour ça, il faut insister, peut-être pour ça qu'il y aura pas de trade. Peut-être qu'il va rester, ouais. Peut-être qu'il y aura tout simplement pas de trade, et que peut y avoir un sign-on trade pendant l'été, peut y avoir une reprolongation, peut y avoir juste il est free agent. Enfin voilà. Ça fait long sur Butler. Il y a aussi Ingram qui est dans les rumeurs. Apparemment, Ingram, il a refusé une extension à 50 millions. Peut-être pour ça qu'il a changé d'agent. Je sais pas comment il pense qu'il aura plus que 50 millions, Brandon Ingram, mais. Ouais, c'est clairement pour ça, à mon avis, qu'il a changé d'agent. Si c'est son agent qui l'a dissuadé, 50 millions, quoi. Et il a pas refusé 40 aussi. Mais là, il les a déjà, les 40. Non, pardon, oui, si, tu as raison. Il les a pas, il arrive en fin de contrat. Oui, il a peut-être aussi refusé 40, effectivement. C'est ce que je disais. Donc, oui, ça peut. On n'est pas encore sur le cas de Nerlens Noel à l'époque, mais qui avait attaqué son agent en justice, qui était Rich Paul d'ailleurs. Bon, écoute, on verra pour Ingram. Ouais, Ingram, c'est peut-être aussi un trade à suivre. Pour le coup, il est un peu moins payé que Butler. Butler touche 48 millions à saison cette année. Ingram, il est à 36, donc un peu plus facile à mettre en place. Ouais. On a fait long sur Jimmy Butler. Peut-être quelques infos en speed. Kawhi Leonard reviendra peut-être dans 2 semaines, Shai. On reviendra peut-être. A priori. Hier, on disait Hier, Tyronn Lue avait un peu préparé le terrain en disant que voilà, parfois il pleurait au téléphone, il était au bord des larmes au téléphone parce qu'il avait l'impression d'abandonner ses coéquipiers, tout ça. On prend des énormes pincettes, évidemment qu'on a envie qu'il revienne et que ça se passe bien, mais on sait ce que ça veut dire. Malheureusement, je pense pas qu'il prendra le moindre risque. Si il est là dans 2 semaines, écoute, c'est très bien. Les Clippers devront se réhabituer à jouer avec lui, mais que dire d'autre qu'on lui souhaite qu'il revienne et que ça se passe bien. Voilà. Ouais, pareil. Pareil que toi, j'attends de voir. Allez, autre petite info en speed. Le premier choix potentiel de la draft 2026 a choisi sa fac. Ouais, AJ Dibonsa, très très gros talent, 17 ans, alors petite surprise parce que c'est pas sur un énorme programme.
En général, on s'attend à ce que les mecs ils aillent à Duke, à Kentucky ou d'autres un peu plus cotés. Finalement, il a choisi BYU, donc Brigham Young, qui est connu pour être une fac mormone, parce que c'est là qu'était allé notamment Jimmer Fredette, si je dis pas de bêtises. Donc et Danny Ainge, ouais, absolument, nous souffle Théo. Et bah moi j'aime bien quand les mecs ultra cotés vont dans des facs un peu moins cotés. En tout cas actuellement, je dis pas que c'est pas coté du tout, c'est une fac de première division qui est quand même quasiment tout le temps au tournoi universitaire. Mais du coup, ça va être intéressant de le voir ailleurs qu'au milieu d'autres prospects 5 étoiles. C'est un ailier déjà très grand, très très athlétique. On aura le temps d'en reparler évidemment, parce que là, c'est pas sa classe de draft, mais il est quand même bien chaud. Donc ça va être un des joueurs à suivre sur les prochaines années. Vous pouvez noter son nom, Eji Dibonsa avec un Y. D'ailleurs, Cooper Flag a fait un petit match hier avec Duke. Je suis Ça allé arrive. suivre ça là. Ouais, bon, ça arrive. Il fait quand même un très bon début de saison. Cooper Flag, le premier choix de la draft 2025. Il fait un bon début de saison, assez solide avec Duke. Il est déjà à presque 17 points et 9 rebonds, quelque chose comme ça, Cooper Flag. Alors qu'il n'a pas encore 18 ans. Hein. Exactement. Donc ça, c'est pour la draft 2025. La draft 2026 sera donc Dibonsa. Et juste un dernier petit mot sur Caitlin Clark, qui a été élu athlète de l'année. Athlète de l'année par Time, donc c'est assez prestigieux quand même. Alors ça veut pas dire, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, comment ça, elle est devant un tel et machin, mais Time c'est quand même un marqueur de popularité et de rayonnement médiatique. Caitlin Clark, vous savez que je suis le premier à dire il y avait des filles avant, il y avait ça, il faut pas la mettre tout de suite sur. Mais elle a porté médiatiquement le basket féminin américain déjà vers des hauteurs qui n'étaient pas égalées, qui n'étaient pas encore atteintes en termes d'audience médiatique, simplement de discussion. Des gens se sont mis à regarder des matchs parce qu'il y avait Caitlin Clark, autant pour ce qu'elle a fait avec Iowa que ce qu'elle a commencé à faire avec Indiana sur sa première saison. Hein. Ils sont quand même revenus en playoff pour la première fois depuis 8 ans. Donc, c'est bien qu'il y ait une femme et une jeune femme en haut de l'affiche, et c'est mérité parce que elle a effectivement eu un rayonnement qui était sans précédent sur la scène médiatique sportive américaine. Voilà. Yes, tout à fait. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Demain, il y aura un CQFR, mais vous pourrez aussi retrouver le replay de la Late Session. Absolument. On a parlé de beaucoup de choses, de matabilité, de Jimmy Butler, et on a fait des start bench cuts assez sympas à la fin. Je t'ai même demandé de qui tu préférerais recevoir une gifle pour $200 000. Voilà. À pleine puissance. À pleine puissance. Donc si vous voulez savoir ce qu'a répondu Antoine, allez regarder demain le replay. Alors c'est aussi sur Twitch, mais peut-être que les gens ont un peu moins l'habitude d'aller voir les replays sur Twitch. Mais c'est déjà sur Twitch, mais voilà, allez sur YouTube demain après-midi, vous retrouverez ça. Yes, allez, on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, bonne journée.